Bonjour à toutes et à tous. Dans la vidéo précédente, on s'est intéressé aux entrées-sorties en allant voir directement au cœur de ces entrées-sorties comment cela fonctionnait dans l'ATmega 328. On va maintenant effectuer une comparaison uniquement sur l'aspect sortie et on va comparer le temps d'exécution d'un digital write avec le temps d'exécution du changement d'un état d'une sortie avec un accès direct par les registres. Pour ça, je vous propose de travailler avec le programme suivant. Alors ce programme, c'est un programme que vous pouvez retrouver sur le site ge2i.eu. Alors je vous montre rapidement sur ge2i.eu dans informatique embarquée, les entrées-sorties numériques. Il y a un article qui correspond à l'accès par les registres, ici, dans lequel vous retrouvez la première vidéo. Et ici, le code de la vidéo qui nous intéresse maintenant. Il suffit de cliquer sur le bouton copie qui se trouve à droite en haut du code pour pouvoir récupérer le code. Ce code, bien sûr, vous pouvez le copier dans l'IDE Arduino directement. Ça fonctionnera aussi bien que dans VS Code tel que je le fais maintenant. Bien, alors, dans ce programme, on trouve une première fonction. Cette fonction sortie directe va permettre d'effectuer la mesure de la durée d'une sortie du changement d'état d'une sortie. La sortie que j'ai choisi de manipuler ici, c'est la sortie port B0. Donc c'est donc la sortie qui se trouve sur le bit 0 du port B. En Arduino, ça correspond à la broche numéro 8. Je vous renvoie à la vidéo numéro 1 sur cette thématique, dans laquelle j'avais mis en regard les ports avec les broches Arduino. Dans cette partie, on va effectuer 50 transitions. Donc ce sont de 5 copier-coller. On va mettre à 0 le port et à 1 le port, de façon successive. 25 séquences comme ça, ce qui représente au total 50 changements d'état. Alors pourquoi 50 changements d'état? Parce que ces changements d'état sont très courts et que si je veux pouvoir mesurer la durée avec la fonction micro, j'ai tout intérêt d'en avoir beaucoup. Cette fonction micro, elle renvoie donc le temps machine en quelque sorte toutes les 4 microsecondes. Ça veut dire que la définition maximale, la précision maximale de cette fonction, c'est 4 microsecondes en réalité. Donc on met en place 3 variables ici, qui sont des entiers non signés sur 32 bits, qui permettent de récupérer les différentes valeurs de micro. Time 1, eh bien, c'est l'instant juste avant de lancer ces 50 transitions. Alors on effectue les 50 transitions et on arrive sur Time 2 qui permet de récupérer la valeur de micro à ce moment-là. Si on effectue la différence entre Time 2 et Time 3, et Time 1, on va se retrouver avec une ligne d'exécution qui correspondait en fait au Time 1 égale micro qui se trouvait au début de la séquence. Cette durée-là, puisque cette instruction a une durée, il faut également la soustraire. C'est la raison d'être du Time 3 ici qui va permettre, en faisant Time 3 moins Time 2, de connaître la durée finalement de l'exécution de cette ligne Time 2 égale micro. Voilà. Donc ici, j'effectue le calcul. Time 2 moins Time 1, ça c'est la durée de toute ma séquence avec mes 50 transitions plus le Time 1 égale micro, auquel je soustrais encore Time 3 moins Time 2, qui est donc la durée d'un Time 1 égale micro. Tout cela, je le divise par 50 avec un 50.0. Le point 0, c'est pour induire un calcul en virgule flottante et obtenir un résultat en virgule flottante. Je vous rappelle que tout ça ici, ce sont des U32. Et comme ce sont des entiers non signés sur 32 bits, si j'effectuais une division par un entier, j'obtiendrai fatalement un entier. Donc pour obtenir un nombre à virgule flottante, il faut qu'au moins un des deux opérandes soit un nombre à virgule flottante. Voilà pourquoi ce point 0 ici. Bien, on effectue... ce point 0 ici. Ouais, ça commence bien. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, deuxième fonction, sortie via Digital Write cette fois-ci. Exactement la même fonction, simplement j'ai remplacé les écritures sur le port par des Digital Write, le numéro de la broche, virgule, l'état. Et donc, au total, 50 transitions pour 25 périodes du signal, finalement.
et on affichera donc le temps nécessaire pour réaliser ce digital write unique. Dans la fonction de setup, on trouve un serial begin pour pouvoir initier la liaison série qui va nous permettre de réaliser les affichages, un petit délai pour que la liaison série soit, je dirais, configurée de façon convenable avant de passer à la suite. Il faut laisser un petit peu de temps au serial begin en général. Ensuite, je me suis limité à un pin mode, je n'ai pas utilisé un accès direct au registre pour pouvoir modifier l'état de ma sortie, pour pouvoir la configurer en sortie. J'appelle enfin les deux fonctions qui permettent de mesurer le temps d'exécution de chacun des types de transitions. Enfin, j'ajoute un délai. Alors, pourquoi un délai? Parce qu'on a initié l'envoi d'informations sur la liaison série dans ces fonctions. Et si on veut que ces informations aient le temps de nous parvenir, avant de désactiver les interruptions, parce que je les désactive ici, on a intérêt de laisser un petit peu de temps. Voilà. Donc ici, je désactive les interruptions, tout simplement parce que je ne veux pas que les interruptions viennent perturber ensuite la génération de ce qui va venir. Deuxième partie. La deuxième partie, c'est celle qui va me permettre de générer des salves que je vais visualiser à l'oscilloscope pour pouvoir cette fois-ci effectuer la mesure avec l'oscilloscope. Donc dans cette deuxième partie, on va répéter la séquence suivante. On va commencer par mettre à 0 la sortie pendant 20 millisecondes. 20 microsecondes. Et ensuite, on va envoyer une séquence avec des salves réalisées avec Digital Write. Donc 5 périodes au total. Même chose, avec cette fois-ci un accès direct au registre. Donc pareil, 5 périodes de salves avec les registres. Et puis tout ça, ça va se répéter. On va répéter 20 microsecondes à l'état 0, et puis une salve avec des Digital Write, une salve avec des accès directs au registre. Bien, alors je vous propose tout de suite d'exécuter ce code. La carte Arduino est reliée au PC. Bon, je ne vous la montre pas, ça ne présente absolument aucun intérêt là. Alors je compile et téléverse le programme. Voilà, c'est téléversé. Je lance le terminal série ici. Voilà, et j'obtiens les temps suivants. Alors pour une sortie directe, ce que j'obtiens, c'est 0,08 microsecondes, c'est-à-dire 80 nanosecondes. Alors attention ici. Je dis bien attention parce que j'en ai mis 50. J'en ai mis 50 en me disant ça va être suffisant. En réalité, on voit que ce n'est pas suffisant parce que 80 nanosecondes, souvenez-vous, je vous ai dit micro, ça a une résolution de 4 microsecondes. On a divisé la durée totale par 50. 4 microsecondes divisé par 50, ça donne 80 nanosecondes. Donc on est dans la résolution de micro divisé par 50, ce qui veut dire que c'est probablement entre 0 et 160 nanosecondes. Alors il faudrait en mettre davantage pour pouvoir refaire un calcul plus fin. Je ne vais pas le faire puisqu'on va faire la mesure avec l'oscilloscope ensuite. En revanche, par contre, ce qu'on obtient pour le délai d'un Digital Write, ça c'est beaucoup plus convaincant, c'est 3,36 microsecondes. Donc de toute façon, dans le pire des cas, on est à 160 nanosecondes sur la sortie directe. Alors si on raisonne un petit peu, 160 nanosecondes, ça n'a pas de sens. On a une carte Arduino qui fonctionne avec un quartz à 16 MHz. 16 MHz, ça donne une période de 62, que je ne me trompe pas, 62,5 nanosecondes. Donc on doit avoir un multiple de 62,5 nanosecondes, probablement 125 nanosecondes, ce qui correspond à 8 MHz. C'est ce qu'on va aller vérifier ensuite avec l'oscilloscope. En tout cas, on est pas loin d'être 30 fois plus rapide en accédant directement au registre qu'en utilisant le Digital Write. Donc forcément, lorsque les économies d'énergie sont un paramètre important, on est gagnant. Je vous propose maintenant de voir comment ça se comporte sur l'oscilloscope. Et là, je vais faire une petite parenthèse. L'oscilloscope, le voici. Alors, je vous présente l'oscilloscope que beaucoup d'entre vous ont contribué à m'offrir pour pouvoir réaliser les vidéos.
Cet oscilloscope, c'est un oscilloscope Silent. C'est un modèle SDS 1104XE, un modèle à 4 voix, 100 MHz, avec, en termes de fréquence d'échantillonnage, donc 2 fois 1 giga sample par seconde, ce qui signifie que quand on utilise 2 voix, il échantillonne à 1 giga sample par seconde. Alors tout ça, ça dépend de la base de temps utilisée, mais je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Je n'ai pas encore suffisamment l'oscilloscope en main pour pouvoir faire une vidéo vraiment convaincante de présentation, mais je vous assure que ça viendra. Aujourd'hui, on va l'utiliser dans ce cas particulier. Alors je vais l'allumer. Hein. Alors sur ce genre d'appareil, il y a une ventilation et ça fait un petit peu de bruit. Alors très rapidement, vous allez découvrir des éléments qui sont vraiment géniaux sur cet oscilloscope, et en particulier le fait qu'il abrite un serveur web. Donc encore une fois, hein, merci à tous ceux qui ont contribué à l'achat de cet appareil. Vous continuez à faire des dons sur mon compte PayPal. Ces dons vont servir. Hein. Ils servent à réaliser des circuits imprimés, pour mes étudiants en particulier. Ils servent également à réaliser des prototypes, bien sûr, de circuits imprimés pour réaliser des vidéos. Ça va être le cas du thermomètre que je vais revoir dans les semaines qui viennent. Également, ces dons vont servir à acheter un générateur et une alimentation. Alors toujours chez Silent, parce que en termes de pilotage, ce sera plus simple pour moi. Alors on revient tout de suite. Tout de suite. Excusez-moi, je cherche, voilà, le contrôle de l'appareil. Donc le serveur web embarqué dans l'oscilloscope, voilà ce qu'il permet. Donc ici, là ici, tout a été un petit peu mâché, mais je vais quand même vous expliquer comment tout cela fonctionne. D'abord, on va retirer ici, voilà, le zoom. Et puis je vais revenir à une synchronisation plus simple de type synchronisation sur front. Ça, je dirais que c'est la synchronisation classique. Hein, c'est vraiment la synchronisation de base que l'on trouve sur les oscilloscopes. Alors on va passer en plein écran, ça sera mieux. Donc là, comme j'ai tout un ensemble de salves à des périodes différentes, je n'arrive pas à synchroniser. Donc la synchronisation sur front, bien dans un cas comme celui-ci, ça n'est pas adapté. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place un autre type de synchronisation. Hop, je vais donc aller dans le menu Setup. Et comme j'ai mis en place un plateau à 0 pendant 20 microsecondes, je vais choisir d'effectuer une synchronisation avec une impulsion. Donc comme vous pouvez le voir sur l'écran, cette synchronisation avec une impulsion, elle consiste en fait à synchroniser lorsqu'on a une impulsion d'une durée suffisante. Donc ici un 0 d'une durée suffisante. Alors un 0 parce que je vais choisir une polarité négative. Donc on est sur impulsion, et pour pouvoir effectuer la synchronisation correctement, on va devoir mettre une condition limite. Vous voyez ici là, soit inférieur ou égal à une certaine durée, soit supérieur ou égal à une certaine durée. On peut même spécifier un intervalle. Moi je vais spécifier donc une durée supérieure ou égale à une certaine valeur. Et pour obtenir mon signal correctement, comme j'ai imposé 20 microsecondes à 0, eh bien, je peux dire par exemple qu'avec 15 microsecondes à 0, c'est bon, je peux déclencher au changement de transition. Donc là, la valeur actuelle, elle est de 8,76. Bon, elle convient déjà parce que de toute façon, les autres créneaux ont une durée qui est inférieure. Donc vous voyez ici, hein, en jouant sur... Voilà. Si je vais trop haut, forcément ça ne déclenche plus. Et si je suis en deçà de 20, c'est bon, j'ai la condition de déclenchement pour obtenir ce déclenchement donc sur une impulsion avec une condition limite sur la durée de cette impulsion. Bien, je peux maintenant visualiser les différents éléments. Alors là c'est pas évident parce qu'on ne va pas voir ce qui se passe. Donc ce que je vous propose, c'est de revenir hop, comme ceci
non plus en plein écran, mais comme cela. Hein. Alors, on va faire apparaître la totalité de l'oscilloscope, voilà. Là, on voit qu'on peut piloter l'oscilloscope entièrement par son interface web. Et je vais me placer en dessous les différentes séquences. Donc au-dessus, ici, au-dessus, on a donc le niveau bas qui dure 20 microsecondes. Ensuite, le premier front montant, eh bien, c'est le début de la séquence avec les digital write. On voit d'ailleurs que ça dure relativement longtemps à chaque fois. Hein. On va mesurer tout ça après. Et ensuite, on a une zone un petit peu particulière ici, qui correspond en fait à l'accès direct sur le port. Hein, ça, c'est l'écriture directe sur les ports, et ce sont les 5 périodes d'écriture. C'est très court. Bon, on a compris hein, par rapport à la mesure qu'on a fait tout à l'heure via une approche logicielle, la différence est notable entre les deux. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de zoomer tout ça pour aller voir ce qui s'y passe. Et maintenant, je vais mettre en place des curseurs pour que ce soit beaucoup plus facile à suivre. Hop, on zoome. Alors, je vais déplacer l'oscilloscope hein, pour que ce soit plus facile à gérer. Je vais remettre en plein écran, comme ça vous verrez mieux. Alors, je mets en place des curseurs. Et avec ces curseurs, je vais donc pouvoir mesurer les différentes durées intéressantes. Alors d'abord, je vais aller m'intéresser. Je vais me replacer d'abord sur ce qui correspond au digital write. Le digital write, ce sont toutes ces périodes que l'on voit apparaître ici. On va se placer sur le premier. Ici. Donc ça, c'est la première mise à 1. Bien. Alors j'utilise maintenant les curseurs pour pouvoir effectuer la mesure de la durée de cette impulsion. J'ai mon curseur qui arrive et je le positionne ici. Je me fais avoir, je suis en train de déplacer les deux. On va essayer de faire un réglage fin pour avoir les bonnes valeurs. Voilà, et j'emmène le second curseur. Le voici. Et je me positionne ici au moment de la transition. Et là, je suis à 3,38 microsecondes. Je vous rappelle qu'on a tout à l'heure établi avec le logiciel une durée de 3,36 microsecondes pour une transition, l'usage d'un digital write. Bien, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour l'utilisation des registres. Juste avant, une petite parenthèse pour vous montrer l'importance ici du phénomène oscillatoire qui apparaît sur les sorties, qui est très certainement dû à la qualité du routage de l'alimentation sur la carte et à l'impédance de ligne au niveau de l'alimentation. J'alimente par l'USB et donc il est fort probable qu'on fasse intervenir à la fois l'impédance de ligne, à la fois l'inductance du circuit imprimé, des pistes du circuit imprimé, et que le placement des capacités, justement les capacités de découplage au niveau des alimentations du microcontrôleur, eh bien tout cet ensemble induisent ce très fort dépassement que l'on observe ici. Bon, c'était vraiment une parenthèse. Ce serait intéressant d'observer le résultat avec une autre carte Arduino dessinée différemment. Alors, on se déplace et on va mesurer maintenant. Voilà la durée en utilisant les registres. Hop. Bien. Bon, je vais garder ce niveau de zoom là et je vais donc aller maintenant chercher mes curseurs. Hop. Voilà le premier curseur que je vais placer ici. Hop, et j'amène le second curseur. Alors je me positionne vraiment au passage par 0, comme ceci. Et là,
j'observe la valeur au niveau du delta X, et je vais déplacer un petit peu la position pour qu'on puisse voir ça comme il faut. Voilà, au niveau du delta X, ce qu'on observe maintenant, c'est 125 nanosecondes. 125 nanosecondes, ça correspond en fréquence à 8 MHz. Notre microcontrôleur Arduino Uno fonctionne à 16 MHz, ce qui représente en fait 2 cycles d'horloge. Donc on a effectivement une commutation qui est beaucoup plus rapide en passant par les registres qu'en passant par le digital write. Tout ce temps de gagné, c'est du temps de gagné, bon, éventuellement pour faire autre chose, si on est effectivement contenu dans le temps. C'est également la possibilité de rester en veille plus longtemps si l'objectif c'est de faire des économies d'énergie et qu'on a uniquement quelques traitements à faire de façon périodique. Alors ça c'est le cas de ce qu'on va faire avec le thermomètre dont la capacité est maintenant déchargée. Sur ce thermomètre on a 13 segments qu'il va falloir alimenter en alternatif. L'alimentation en alternatif elle se fait en venant commuter 60 fois par seconde à peu près l'intégralité des 13 sorties associées aux 13 segments. Et bien, 13 sorties à commuter avec du digital write, ça prend du temps, hein, ça prend 13 fois les 3,36 ou 38 microsecondes. Et ça, c'est un temps de consommation supplémentaire dont on peut largement se passer si on utilise l'accès direct au registre. Voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Elle nous a permis d'en savoir un petit peu plus sur la vitesse à laquelle travaille le microcontrôleur lorsqu'on utilise les ports directement en sortie. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, je compte sur vous pour mettre un pouce bleu. Il n'y en a pas assez. Force est de constater que moi je passe du temps à faire des vidéos et puis il y en a qui oublient de mettre le pouce bleu, ça c'est regrettable. Voilà, bon c'est tout pour aujourd'hui et puis surtout pensez à mettre des commentaires, à poser des questions si vous en avez. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos. Et encore merci à ceux qui ont contribué à l'achat de l'oscilloscope. Merci à tous.